Bonjour à toutes et à tous à nouveau donc pour cette deuxième après-midi qui prend la suite de celle de mardi. Et j'abonde à mon tour sur le fait que j'ai trouvé l'après-midi de mardi très, très instructive, très riche et pleine d'enseignements. Donc on va essayer d'être à la hauteur, mais avec François, je suis certain que j'ai aucun doute là-dessus et on va à nouveau passer un bon moment où on va apprendre des choses sur cet art du doute, cette zététique, mais cette fois-ci en nous projetant plusieurs siècles, presque plusieurs millénaires en arrière, puisque donc, comme vous le savez, il sera question au cours de l'entretien qu'on va avoir, François et moi, qu'on ouvrira assez rapidement après un petit échange entre nous deux, à vos questions. À François, il sera question de son dernier livre, Antique zététique, aux origines de la philosophie du doute. Je vais d'abord vous présenter François. Alors, évidemment, tout le monde le connaît à travers sa casquette d'animateur, même de contributeur à la création du réseau de culture scientifique qui nous réunit à nouveau toutes et tous cet après-midi. Il a commencé à y contribuer à partir de l'an 2000 jusqu'à tirer sa révérence il y a 2 ans, donc en 2019. Donc ce sont presque 2 décennies au service de la culture scientifique régionale, en particulier que chargé de mission à la région. Ce qui est un petit peu moins connu, même si quand même la plupart d'entre nous le savent aussi, c'est que François Herbault, qui est journaliste et écrivain spécialisé en vulgarisation scientifique, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, a aussi commis plusieurs ouvrages. Antique zététique n'est pas du tout son premier. J'ai envie de vous citer, puisqu'il s'est intéressé à des périodes qui vont de la préhistoire à l'Antiquité, Nos ancêtres du Midi, une enquête sur la préhistoire de Sigean à Menton, qui est parue en 2005, ou bien Puisque la Terre est ronde, enquête sur l'incroyable aventure de Pythéas le Marseillais aux éditions Vuibert en 2008. Et d'ailleurs, on reparlera dans quelques instants de Pythéas, le Marseillais, à la fois philosophe, mais surtout explorateur et parmi les premiers scientifiques connus de l'histoire. Alors pourquoi Antique zététique ? Rapidement, une toute petite présentation avant de commencer à échanger avec François. Depuis son émergence dans la Grèce antique, la philosophie a toujours eu partie liée avec le doute, c'est ce que nous dit François dans son ouvrage, soit pour se libérer des dieux et des mythes afin d'édifier une conception naturelle du monde, soit pour récuser la perception humaine afin d'atteindre une vérité surnaturelle, soit pour se méfier à la fois des sens et de la raison, jusqu'à renoncer pratiquement à tout espoir de connaissance, où on voit que art du doute et zététique antique n'étaient pas nécessairement synonymes de promotion de la science ou de culture scientifique comme on l'entend aujourd'hui. Et donc ça sera un des objets de nos échanges, de montrer ce qui rapproche mais ce qui distingue aussi radicalement cette zététique antique de une zététique beaucoup plus contemporaine comme celle par exemple dont on a parlé mardi après-midi. Ça a l'air très savant tout ce que je vous dis, mais ce que je veux tout de suite souligner, c'est que c'est un livre qui se lit très très facilement parce qu'il est écrit voilà, de manière extrêmement fluide et surtout de manière extrêmement vivante. Parce qu'en fait, François a eu l'idée d'une galerie de portraits plutôt que d'un texte très théorique. Et comme ces philosophes pratiquants de la zététique sont incarnés dans son récit, qu'on vit avec eux, qu'on est un petit peu dans leur lieu de vie, dans leur lieu d'exploration, ben c'est ce qui fait vraiment passer la lecture du livre de manière extrêmement agréable. Donc ils sont 38, c'est une galerie de 38 portraits dans ce bouquin. Et pour chaque portrait, il y a à la fois un récit sur le personnage, et puis il y a un petit encadré qui s'intitule Zététique, où François reprend vraiment du point de vue du thème de l'ouvrage zététique, quels sont les apports, les spécificités de chacun de ces personnages. Voilà, donc j'ai un petit peu brossé le panorama de ce bouquin, encore une fois, je vous le dis, qui se lit avec beaucoup de plaisir, qui a été publié donc aux très bonnes éditions Book e-book, dirigé par un maître de la zététique dont tu vas nous parler, François. Et la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est pourquoi, dans quelles conditions tu as eu l'idée, l'envie de t'intéresser, de te lancer comme ça dans le récit de ces philosophes zététiciens. Je voudrais d'abord remercier le réseau Culture Science de m'accueillir pour cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous et ça me fait plaisir aussi de pouvoir parler de choses qui m'intéressent et qui, j'espère, pourront également intéresser le public. Tu as bien fait d'insister sur le fait que ce petit livre est un petit livre grand public, très facile à lire. Ça peut être lu
par des gamins jusqu'à tout âge, hein, effectivement. C'est pas un bouquin de philo. Bon, bien sûr, ça parle de philosophie, mais c'est d'abord un bouquin qui veut faire aimer la philosophie, mais de manière très 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 simple et très accessible. Alors, en fait, dans ce que tu as présenté, dans ta présentation, il y a les prémices de cette démarche. D'une part, tu as rappelé que je m'étais intéressé à la préhistoire et à l'Antiquité à travers Pythéas. Et donc, c'est parce que je m'intéresse aux origines en général que je me suis intéressé quand, il y a quelques années, on a commencé à parler énormément de zététique, que je me suis intéressé aux origines de la zététique. Bon, j'avais quand même une petite idée, puisque ça fait aussi à peu près une vingtaine d'années que je suis en relation avec Henri Brock, et donc j'ai assisté à l'émergence de la création de sa maison d'édition, et comme on le sait peut-être, c'est une maison d'édition spécialisée dans la zététique. Cet ouvrage est pratiquement je crois que c'est le 49e ouvrage, donc il y a une cinquantaine d'ouvrages publiés dans cette maison d'édition. Tous les ouvrages parlent de science, de la science d'aujourd'hui, et aucun ouvrage jusqu'à présent n'avait parlé de l'origine de la zététique. Or, le zététique, c'est un mot qui vient du grec, qui vient du mot grec qui veut dire tout simplement recherche. Donc, la zététique, si on prend ça au sens littéral, c'est un synonyme de recherche. Mais à l'époque de la Grèce antique, la recherche, évidemment, n'a pas le sens de la recherche aujourd'hui. Donc, c'est cette double conjonction. D'une part, mon intérêt pour les origines et d'autre part, les échanges avec Henri Brock qui ont fait que je me suis intéressé à cette question, d'abord pour moi-même, et ensuite, puisque j'avais les éléments et puis que aussi j'avais beaucoup travaillé sur l'Antiquité, et notamment sur une période clé de l'Antiquité qui est IVe siècle avant notre ère, qui est la période la plus prolifique de l'Antiquité grecque, puisque c'est la grande période de Platon et d'Aristote, et aussi de Pythéas. Comme j'avais pas mal travaillé sur ces siècles-là, j'avais suffisamment de matière pour proposer à Henri Brock l'éventualité de publier dans sa maison d'édition un petit livre qui est un peu atypique, puisque il ne parle pas de la science d'aujourd'hui, mais donc qui donc va chercher les sources de la zététique. Alors, il a forcément été enthousiaste puisque lui-même est à l'origine, mais on peut peut-être en parler aussi, lui-même est à l'origine de la zététique d'aujourd'hui. Alors, quand tu as dit que j'avais 38 chapitres, enfin, il y a 40 chapitres dans mon livre, mais il y a un chapitre d'ouverture et un chapitre de conclusion, avec deux philosophes d'aujourd'hui, si je puis dire. Le premier, donc, c'est Henri Brock, où dans ce premier chapitre, qui sont des chapitres de 2 pages, c'est un tout petit livre, dans ce premier chapitre, je raconte comment Henri Brock, via une interview avec lui, via un entretien, je raconte comment Henri Brock a recréé la zététique d'aujourd'hui. Et dans le chapitre conclusif, je rencontre Daniel Delattre, qui est l'un des grands spécialistes contemporains des épicuriens, sur lequel j'ai bouclé cet ouvrage. Donc, 40 petits chapitres de 2 pages, et entre ces 40 chapitres, 900 ans de philosophie antique. Donc, c'est vrai que ça a été un petit exercice, en 90 pages, de résumer 900 ans de philosophie antique. Je ne pense pas que ce soit trop ambitieux dans la mesure où ça reste quand même quelque chose de très grand public. C'est pas un ouvrage qui a une vocation, je dirais, de recherche ou purement scientifique. C'est un ouvrage de journaliste scientifique au sens noble du terme, quoi. Un partage de connaissances et d'informations avec le plus grand nombre. Est-ce que justement, avant qu'on rentre dans le détail de quelques-uns des portraits, puis on va essayer aussi de mieux comprendre avec toi les différents types de zététiciens qui ont pu comme ça parcourir l'Antiquité, essentiellement à partir de la Grèce antique. Concernant la façon dont tu as travaillé, quelles ont été tes sources, comment as-tu mener des recherches, peut-être nous dire quelques mots sur le fait que certains de ces philosophes dont tu nous fais revivre un petit peu les situations de vie et les propos n'ont
eux-mêmes pas laissé d'écrit derrière eux, mais qu'il a fallu passer par des sortes d'intermédiaires. En fait, quelle a été finalement ta méthode de travail et puis combien de temps y as-tu passé aussi? J'imagine quand même que c'est un gros boulot parce que bon, chaque portrait, je pense qu'il a fallu se plonger dedans, aller à la recherche des sources. Oui, quand on a un petit peu l'habitude d'écrire, c'est pas tellement l'écriture qui prend le plus de temps, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est quand même relativement modeste dans son volume. C'est effectivement la recherche. Bon, et puis bon, c'est vrai que j'ai quand même travaillé depuis pas mal d'années sur Pythéas, et donc j'avais quand même sous la main une documentation importante. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est une chose. Alors mes sources, c'est tout simplement des sources historiques. Ce sont les historiens de la philosophie. On a de très bons ouvrages de référence. Donc, comme toujours, comme un vulgarisateur scientifique, je vais chercher les sources dans le milieu universitaire et ensuite je les mouline à ma manière de façon à ce que ce soit accessible au grand public. Au cours de cette galerie de portraits, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a presque autant de formes de zététique, ce fameux art du doute, qu'il n'y a eu de philosophes, en tout cas que tu nous présentes. Alors évidemment, on va pas les repasser les 38 en revue, on n'aurait pas le temps. Néanmoins, pour parler un peu comme les sociologues, est-ce que tu pourrais nous faire une petite typologie éventuellement des différents types d'approche de ce doute qu'ont eu ces philosophes sur le monde qui les entourait, pour le dire de manière très large. Et est-ce qu'il y a eu une sorte de progression chronologique comme ça dans cette évolution? Oui, en fait, il n'y a pas d'école philosophique de la zététique. C'est vrai que la philosophie antique est partie par quelques individus, on le voit dans le livre, mais ensuite s'est cristallisé autour de grandes écoles. Il n'y a pas une école zététique, en tout cas pas d'emblée. En revanche, il y a une école sceptique qui utilise la zététique comme outil, donc avec la grande figure de Pyrrhon d'Hélice. Pyrrhon, qui était un auteur du IVe siècle et qui était donc avant notre ère, bien sûr. C'est un des quatre dont on va reparler plus précisément tout à l'heure. D'accord. Et donc Pyrrhon est le créateur du scepticisme. En fait, la philosophie, comme on le sait sans doute, est née en même temps que la science, ou plutôt la science est née en même temps que la philosophie. C'est ce qu'a expliqué, mais à quelques siècles d'intervalle, l'autre jour, Guillaume Lecointre, quand il a dit que les philosophes des Lumières se sont libérés des dieux. En fait, oui, ils se sont libérés des dieux comme s'étaient libérés des dieux les philosophes antiques, les premiers, Thalès, Anaximandre, etc. Enfin, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les présocratiques. Leur démarche, ça a été de se libérer des dieux et des mythes, en essayant d'avoir une explication du monde qui soit indépendante des grands récits mythologiques. Alors évidemment, il y a eu des tâtonnements. Ça, c'était pas forcément la bonne solution à chaque fois. Mais la première démarche, ça a été un doute vis-à-vis de ce qu'on nous racontait. On va dire que c'est le premier doute, c'est un doute qui est extérieur, un doute vis-à-vis de récits extérieurs. Et ensuite est apparu le doute, alors ça, on peut dire que c'est Démocrite qui a apporté ça, c'est le doute par rapport au regard qu'on a sur l'extérieur. C'est un doute par rapport à nos sens. Très bien, pour comprendre le monde, on l'explique par le monde lui-même. Donc, mais le monde lui-même apparaît, est perçu par nos sens. Et cette perception, Démocrite l'a bien dit, est trompeuse. Si vous trempez un bâton dans un verre d'eau, vous verrez que le bâton est brisé. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est le bâton droit? Est-ce que c'est le bâton brisé? Est-ce que c'est notre cerveau qui le remet droit? Bon, voilà. Donc ça, ce sont des choses de base. Et donc très vite, les philosophes ont douté de leur propre perception. Donc une démarche comme celle de Démocrite, et ça rejoint la démarche de la science aujourd'hui, c'est d'essayer, grâce à une observation plus fine, grâce éventuellement, beaucoup plus tardivement, aux instrumentations, de mieux comprendre le monde en allant au-delà des propres sens. Et puis, il y a eu Platon,
Platon qui, lui, a douté, je dirais encore plus de la perception, jusqu'à rejeter complètement la perception. Et ça, c'est le mythe de la caverne. Hein. J'ai un petit cours de philo. Le mythe de la caverne, c'était que tout ce qu'on perçoit n'est pas la réalité des choses. La réalité des choses est dans un monde extérieur. À partir de ces grandes figures sont nées deux grandes ramifications. Une ramification, je simplifie, qui est une ramification platonicienne qui tire vers le spiritualisme, donc avec le monde matériel d'une part et d'autre part un monde spirituel qui est étranger ou surnaturel. Et puis une autre lignée qui, je dirais, qui reste, certains diront enfermés, d'autres libérés, mais en tout cas qui reste dans un monde matériel. Bon. Ce qu'a expliqué Guillaume Lecointre l'autre jour, c'est que même si l'on est par sensibilité du côté du monde spirituel, par nécessité, pour la recherche, on a besoin de se mettre d'accord sur l'existence d'un monde matériel que l'on étudie. Donc, il y a effectivement différents doutes qui se sont exprimés dès l'Antiquité et qu'on retrouve aujourd'hui, en fait. Quand les conspirationnistes disent « moi je doute », ils ne doutent pas de leur propre pensée, comme le faisaient les philosophes antiques. Ils doutent de ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire qu'ils en sont à l'origine même du doute, mais le doute, c'est bien, comme le disait Diderot, c'est le premier pas vers la vérité, à condition de faire un deuxième et un troisième pas. Hein, on ne doit pas se contenter du doute, parce que sinon on arrive à une philosophie stérile. C'est ce qui est malheureusement arrivé au scepticisme grec, c'est que toute une partie du scepticisme grec s'est retrouvée dans une impasse totale. Et c'est ce que j'explique un peu dans le livre, certaines écoles, l'école sceptique en tant que telle, est arrivée à un point de scepticisme qui a fermé complètement la porte à toute possibilité de connaissance. Bon, et ça c'est l'aspect dur de mon livre, c'est l'aspect plus conceptuel, mais en réalité, je pense que c'est bien aussi de revenir à la galerie de portraits pour montrer que ces gens-là, c'était aussi des humains qui savaient vivre et pas seulement penser. Tout à fait. Donc, on a évidemment préparé cet entretien. Je t'ai demandé finalement, toi, parmi ces 38 pour lesquels tu avais non pas une préférence, mais peut-être avec lesquels tu avais pris le plus de plaisir à passer du temps, par exemple, quand tu as écrit sur leur vie. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes tous les deux de part et d'autre de l'écran, mais quand même à Marseille, et puis beaucoup d'entre nous dans le réseau sont marseillais. Je vous propose qu'on commence par parler de Pythéas. Pythéas et le soleil de minuit. Je vais à chaque fois vous lire un tout petit extrait du portrait pour que vous voyez un petit peu la langue de François, et puis ensuite je te propose de te passer la parole pour nous dire finalement en quoi ce philosophe-là t'a particulièrement intéressé et qu'est-ce que tu retiens de sa pensée. Tandis qu'Alexandre conduisait ses troupes à la conquête de l'Orient, un explorateur grec de Marseille, Pythéas, côtoyait le cercle arctique. Son voyage l'a amené au passage à découvrir le littoral atlantique de la Gaule, la Bretagne, la Grande-Bretagne, on le surnomme volontiers le Christophe Colomb de l'Angleterre. Pionnier de l'exploration scientifique, Pythéas a tenu à rendre compte précisément de ses observations dans son traité de l'océan. Et dans le petit encadré sur la zététique, tu nous dis que, contemporain d'Aristote et d'Anaxarque, Pythéas acceptait-il le recours au sens comme source crédible de savoir? On peut l'imaginer. Quelle découverte as-tu faite au contact de Pythéas et en quoi était-il un bon zététicien? Pythéas fait partie malheureusement de ces auteurs dont l'œuvre a totalement disparu. Donc on est avec Pythéas avec une masse d'informations aujourd'hui qui relève beaucoup plus de la légende que des faits historiques. On connaît très très peu. Il y a quelques fragments de Pythéas qui nous permettent d'avoir des éléments. C'est d'ailleurs petite parenthèse, le sujet de mon actuel travail, c'est que je prépare une monographie de Pythéas qui sera Pythéas, histoire et légende. Donc, je suis à nouveau en plein dans le sujet. Alors, sur Pythéas, le seul lien qu'on puisse faire avec les autres philosophes, c'est que Pythéas a été considéré comme un philosophe par certains auteurs de l'Antiquité.
Donc ce n'est pas uniquement un marin ou un marchand ou tel qu'on a pu le décrire parfois dans certaines légendes marseillaises. Pythéas était un philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, comme l'étaient Platon et Aristote. Bon, alors évidemment, je ne veux pas faire de comparaisons qui ne peuvent pas en être, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de texte de Pythéas. Alors, il nous intéresse beaucoup par rapport aussi à la question de la zététique, c'est que c'est quelqu'un qui savait distinguer ce qu'il avait vu de ses yeux de ce qu'il avait entendu par ouï dire. C'est-à-dire que c'était pas simplement un écrivain qui avait fait un récit de voyage ou un romancier, c'est quelqu'un qui est allé très loin, sur place, jusqu'au cercle arctique, et qui a tenu à bien distinguer ce qu'il voyait de ce qu'il avait entendu. Donc on peut supposer que dans son récit disparu, il y ait eu cette démarche quand même de raconter les faits tels qu'il les avait vus. Donc, on sait aussi que sa démarche, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail, était une démarche de tentative d'explication de phénomènes qui étaient compris de manière mathématique, mais qu'on n'avait pas pu constater effectivement. Typiquement, le soleil de minuit avait été compris sur le papier par les géomètres et les astronomes de l'Antiquité, avant même que Pythéas aille constater le phénomène sur place. Et on rappelle... Oui, pardon. Tout ça étant lié, bien sûr, à la sphéricité de la Terre. Et donc là, je le rappelle parce que c'est toujours bon de le rappeler, que la sphéricité de la Terre est passée de statut d'hypothèse à statut de connaissance scientifique, justement dans ce fameux IVe siècle avant notre ère. Grâce à ces mesures, celle de Pythéas, donc, Marseille est devenue également la plus ancienne ville au monde dont on a pu connaître la latitude avec précision, nous dis-tu. Pythéas a aussi défini exactement le pôle céleste. Explorateur de l'Atlantique, il est également le plus ancien que l'on connaisse à avoir compris que les marées avaient partie liée avec la Lune. Donc vraiment un premier scientifique. Deuxième portrait qu'on a retenu dans cette galerie, Démocrite. Le titre de l'ouvrage du chapitre s'intitule donc Démocrite et la figue au goût de miel. Tu vas nous expliquer pourquoi ce titre de chapitre. J'en lis à nouveau un petit passage. Grand voyageur, d'une curiosité insatiable, loué pour son érudition et l'élégance de son style, comme toi, François, ce philosophe rieur que la tradition présente comme l'anti-Héraclite demeure surtout reconnu pour avoir développé, à la suite de son maître Leucippe, une théorie promise à un grand avenir, l'atomisme, dont Anaxagore et Empédocle avaient déjà à leur manière jeté les bases. Donc, parle-nous un petit peu de ce Démocrite et de sa figue au goût de miel. Alors, bon, racontons l'anecdote. Alors, en fait, on raconte que Démocrite, un jour, mange une figue et il s'étonne parce que cette figue a le goût de miel. Et donc, il appelle sa servante et il lui dit, mais comment ça se fait? Où est-ce que cette figue a été cueillie? Je voudrais comprendre pourquoi cette figue a le goût de miel. Sa servante lui dit, c'est une figue qui provient du jardin. Démocrite se lève déjà lui-même et elle n'a pas le temps de l'arrêter. Et il est déjà dans le jardin. Il dit, je vais dans le jardin, je vais essayer de comprendre pourquoi cette figue a le goût de miel. Et sa servante lui dit, mais maître, c'est la peine. Moi, je sais pourquoi. Tout simplement parce que je l'ai conservé dans un pot qui avait contenu du miel. Alors, Démocrite, un peu déçu, et puis il dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même dans le jardin, je suis sûr que j'apprendrai autre chose sur autre chose. Voilà. Donc, c'est une illustration, comme beaucoup d'illustrations dans l'Antiquité. Les anciens aimaient beaucoup les petites histoires. Alors, c'est sûr que ce serait pas faire preuve de beaucoup de zététique que de prendre pour argent comptant toutes ces anecdotes. En revanche, ça illustre bien. Et ça illustre quoi, là, en l'occurrence, pour Démocrite? C'est sa formidable curiosité. Ce goût de l'observation pour savoir, pour connaître. Alors, on n'en est pas encore dans une démarche hypothético-déductive, etc. C'est vraiment une démarche d'observation qui s'est développée peu de temps après Démocrite, notamment avec Aristote. Aristote qui est un observateur extraordinaire. Aristote qui lui observait les cigales. C'était un entomologiste, un zoologiste extraordinaire. Bon, donc on était vraiment
aux prémices de la science. Et qui n'a déjà plus de recours à des forces surnaturelles pour expliquer le monde qui l'entoure. Hein. Tu dis carrément que sa philosophie est athée et matérialiste, alliant le doute et la recherche. On est dans quelque chose déjà de très moderne dans l'approche. Oui, enfin, en tout cas, parmi les philosophes antiques, c'est vrai que Démocrite est l'un des rares qui se soit totalement émancipé des dieux. On parle beaucoup de l'épicurisme, mais Épicure, qui est on peut dire un élève lointain de Démocrite, ne s'est pas libéré des dieux, ce qui est le cas en revanche de Démocrite. Donc Démocrite est aussi à l'origine, comme on l'a vu, de ce matérialisme. Ce que disait Démocrite, il n'y a que deux choses au monde. Il n'y a que de la matière et du vide. Des atomes, en fait, et du vide. Alors, évidemment, ce n'est pas les atomes tels qu'on les a conçus à la fin du 19e, début 20e. Hein, les atomes, c'est l'élément constitutif de la matière, tout simplement. Peut-être qu'on peut passer au troisième des portraits de la galerie. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Pyrrhon. Pyrrhon, quand vivait-il déjà? Excuse-moi, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Lui aussi, c'est le IVe siècle avant notre ère. Alors Démocrite est un peu plus ancien, parce qu'il est à la frontière du 5e et du 4e. Pyrrhon, lui, il est juste après Aristote, mais une génération après, simplement. Et donc, Pyrrhon, alors lui, il n'a rien laissé. Rien du tout. Aucun texte. Mais heureusement, ses élèves ont recueilli son enseignement. Mais Pyrrhon, en revanche, on connaît pas mal d'anecdotes de sa vie. Alors, parce il est mort très célèbre. Hein. C'était une sorte de célébrité parmi les philosophes de l'Antiquité. Alors, il est mort célèbre. Il est mort très riche. On ne connaît pas le détail de son histoire. Toujours est-il qu'il a été à l'école d'un élève de Démocrite qui s'appelait Anaxarque, qui lui aussi est un très, très grand personnage que j'aime beaucoup. Et Anaxarque était un conseiller du prince. C'était le conseiller d'Alexandre le Grand. Pour Pyrrhon, la sagesse résidait dans cette adaptation conformiste aux choses, tel le bouchon à la surface de l'eau. Une très belle image. Le mieux était de se plier aux coutumes de la cité sans faire de vagues. Voici donc Pyrrhon, lui, c'était le 24e zététicien de ta galerie de portraits. Et puis, on termine peut-être cette mini-galerie parmi tes portraits avec Lucien. Je crois que c'est quand même peut-être celui dont tu retiens le plus un petit peu les idées et le positionnement. Lucien et l'esprit critique, donc on est en plein cœur du sujet, c'est le titre du chapitre. Le plus souvent subtilement ironique, Lucien a parfois fait preuve d'une virulence impitoyable lorsqu'il s'est agi de dénoncer les méfaits d'imposteurs, comme ce faux prophète nommé Alexandre qui amassait des fortunes aux dépens de pauvres crédules, ou quand il s'en est pris au philosophe cynique Pérégrinos, dont la mort volontaire par immolation dans le feu, loin de susciter son admiration, ne provoqua chez lui que mépris et raillerie face à un lamentable fanatisme. Donc là, on a quand même bien cette opposition entre zététiciens, personne pratiquant ce doute, même si parfois il a pu aller jusqu'à une certaine forme de stérilité dans la connaissance, et un peu ce que lui considérait comme des imposteurs ou des fanatiques. Et il disait d'ailleurs, tu le cites, hein, puisque donc, si je comprends bien, Lucien a laissé lui des textes. Oui, je fais métier de haïr l'imposture, le charlatanisme, le mensonge, l'orgueil et toute l'engeance des hommes infectés par ces vices. Je fais métier de haïr l'imposture, le charlatanisme. Ça pourrait faire quasiment l'objet on pourrait mettre ça au fronton de la zététique moderne. Donc ce Lucien, j'ai l'impression que, en tout cas, le texte que tu as écrit sur lui laisse transparaître ton empathie à son encontre. Là, ce qui est intéressant chez Lucien, c'est que là, on a ses textes. Et donc, on peut se régaler à lire Lucien. Alors, les gens connaissent pas forcément Lucien, mais tout le monde connaît au moins l'une de ses œuvres. C'est la fable de l'apprenti sorcier. Les gens ne savent pas que c'est vrai que quand on pense a priori à l'apprenti sorcier, on voit Mickey en train de balayer je ne sais quoi dans Walt Disney. Mais en réalité, à l'origine, Lucien raconte la fable de l'apprenti sorcier, mais en fait, il la raconte avec un esprit critique
c'est que c'est sans doute une femme qu'il a entendue dans les différentes histoires que l'on racontait à l'époque, et pour s'en moquer en fait, pour se dire mais comment peut-on croire à de telles bêtises, et donc c'était dans ce sens-là, dans un ouvrage justement qui traite de la fable et du côté mensonger de beaucoup d'histoires. C'est dans ce type d'ouvrage que Lucien critiquait justement le mensonge en général. Est-ce qu'on a des questions? Ça serait bien qu'on soit maintenant dans un dialogue entre les participants de la masterclass et François. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez même le faire par vidéo interposée pour que ça soit plus convivial. Lénaïque, tu avais une question? Oui, j'en ai posé une dans le chat, dans la boîte de dialogue, pardon. Et j'en ai d'autres, mais je ne veux pas monopoliser. Vas-y, pose-les à François en direct, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille prendre la parole. Je balance tout en bloc. Alors, tout à l'heure, François a évoqué la zététique comme étant un outil au service du scepticisme. Donc, François, à ta connaissance ou Assemblée générale, à votre connaissance, existe-t-il d'autres outils que la zététique au service du scepticisme? Et puis, pour me rafraîchir la mémoire, quelle définition pour ce scepticisme? Ensuite, j'ai une interrogation que j'ai déjà partagée avec François autour du doute. Alors, merci François d'avoir fait énormément de liens avec l'intervention du professeur Lecointre l'autre jour. Moi, j'en fais une complémentaire autour de ce concept de doute méthodologique, puisque on sait que le doute exploité à mauvais escient, c'est une porte ouverte au complotisme, au relativisme absolu, etc. Donc, est-ce que François, à travers tes études et tes portraits de ces philosophes antiques, tu as perçu aussi cette interrogation-là chez eux? Et puis la dernière question, c'est juste pour faire un clin d'œil, un trait d'humour. Je ne suis en aucun cas l'agent de François Herbault. Est-ce que ton ouvrage autour d'une femme culte et ton enquête entre le mythe de Marie-Madeleine et la réalité historique des choses a aussi fait que tu t'es plus avant interrogé sur la zététique et a entraîné peut-être l'envie de rédiger ce petit ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui? Non, en fait, la rédaction des deux ouvrages, en fait, elle est en parallèle, pour tout dire, puisqu'en fait, là, tu fais allusion à mon ouvrage sur Marie-Madeleine, une femme culte. Simplement, ce que je peux dire, c'est que la démarche que j'ai employée dans Une femme culte sur l'histoire et les légendes de Marie-Madeleine, la démarche que j'utilise aujourd'hui par rapport à mon nouveau livre sur Pythéas, c'est effectivement une démarche zététique. C'est-à-dire que on a comment distinguer pour un personnage ce qui relève de la légende et ce qui relève de l'histoire. Alors l'histoire n'est pas forcément la vérité. L'histoire, ce sont les données historiques qui ont un certain niveau de crédibilité. Donc la zététique, c'est un outil de recherche pour arriver à un équilibre. Et cet équilibre, ça s'appelle la suspension du jugement. En grec, c'est l'époqué. Et donc, l'autre outil, l'outil, c'est peut-être pas le terme, c'est plutôt une démarche qu'un outil. C'est peut-être pas le bon terme, l'outil. Il y a plusieurs démarches. Il y a une démarche d'observation, une démarche de recherche, une démarche de suspension du jugement. Et quand on arrive à la suspension du jugement, on arrive à un équilibre. Et donc, le scepticisme, il est dans ce scepticisme absolu, il est dans ce type d'équilibre. On ne peut pas prétendre atteindre une réalité absolue. Donc, inutile d'essayer de faire de la science avec ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et donc, en revanche, et d'ailleurs, certains philosophes, ça, on le voit dans l'ouvrage, se sont bien rendus compte de cette impasse. Et donc, ont cherché des aménagements avec cette position de scepticisme absolu. Et ces aménagements, toute l'histoire de la philosophie jusqu'à nos jours ont continué à exister. Toutes les démarches qui sont basées sur un scepticisme par rapport à la réalité, mais qui néanmoins entendent
continuer à faire de la science sont bien obligés de faire des aménagements. Alors, en quoi consiste simplement l'aménagement? C'est de se dire que on fait de la science pour essayer de comprendre les phénomènes, c'est-à-dire ce qui nous apparaît. Et ça fonctionne, ça nous permet de vivre. Après, la réalité des choses derrière, après tout, pour ces gens-là, c'est pas accessible à la science. Et je crois on a atteint l'horaire. On peut remercier François vraiment d'abord pour ce bouquin. Je le conseille vraiment à tout le monde. Et puis encore une fois, ça se lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Prix modique. J'ai partagé tout à l'heure le lien vers la présentation du livre sur le site de l'éditeur. Encore un grand merci François pour ce très beau travail et très utile. Merci, ça me fait beaucoup plaisir de partager ça avec vous.